Donc, notre thème, pertinence et modernité de l'open source dans la formation. Là, par l'exemple, eh bien, l'exemple, ce sera évidemment celui de l'ICEL et vous verrez à quel point c'est probant et à quel point l'ICEL démontre que l'open source a effectivement toute sa place à jouer maintenant tout simplement dans le monde de la formation en entreprise et dans le domaine des plateformes de formation en particulier. Avant de réserver la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter leur organisation, je vois tout de suite mon cher Didier Bayard d'Innovation que, eh bien, Innovation collectionne les médailles, Calliope, UGAP, Microsoft Partner, etc. Tu auras peut-être l'occasion d'en reparler dans la présentation, mais allons, si vous le voulez bien, Audrey, directement à la deuxième planche pour demander à nos intervenants de se présenter. Mounia, à vous l'honneur. Merci Michel, et puis merci encore pour l'invitation pour justement discuter de notre plateforme Isel que nous avons le plaisir justement de vous présenter aujourd'hui, et c'est grâce au travail et la collaboration avec Innovation. Donc nous sommes vraiment très très fiers de cette plateforme. Donc je m'appelle Mounia Edad Masson, je suis le Head of Science Education à Isel. Et j'ai rejoint ISEL en 2015 après avoir effectué une carrière de recherche scientifique. Donc, j'ai un doctorat en biochimie et je travaille maintenant au sein de l'association médicale en tant que lead sur le développement de tout ce qui a à voir avec l'éducation, que ce soit en personne, donc à travers nos schools, on organise différents types d'événements et surtout tout ce qui est digital, donc e-learning, ainsi que les communications scientifiques. Merci. Laurent, vous aussi, vous êtes docteur, donc l'ICEL est un nid de docteur, si je comprends bien. Alors, ISEL est destiné principalement aux docteurs, effectivement, mais moi, je suis docteur en biologie. J'ai fait mon doctorat dans le labo à côté de Mounia. J'ai rejoint ISEL il y a 2 ans maintenant et je gère tout ce qui est développement du campus, développement des programmes d'e-learning, tout ce qui est gamification, challenge et voilà, tout ce qui est stratégie d'apprentissage online. Merci Laurent. Didier, à toi la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour Mounia, Laurent et Michel. Merci encore une fois également Audrey. Donc Didier Bayard, je m'occupe de l'antenne France puisque Innovation est spécialiste open source dans l'e-learning depuis 2008. Nous sommes partenaires Moodle France depuis 2017 et nous avons lancé depuis le début de l'année également une antenne en Pologne. Nous sommes 65 collaborateurs et on a donc un ensemble de services à proposer que je vous présenterai tout à l'heure et on a eu la chance et la joie d'accompagner Isel et Mounia avec mes collègues également sur ce joli projet qui va vous être présenté. Alors justement, Audrey a anticipé, allons directement sur l'ICEL. L'ICEL, cette organisation, Mounia, en quoi consiste-t-elle? Donc, en fait, l'acronyme, c'est l'Association européenne pour l'étude du foie, donc en anglais, European Association for the Study of the Liver. Donc, c'est une association médicale qui est dédiée à la poursuite de l'excellence dans tout ce qui a à voir avec le foie. Donc, la recherche, mais pas seulement, aussi par rapport aux médecins pour la pratique clinique des troubles hépatiques, en fait. Donc, tout ce qui a à voir à trait au foie et donc à l'hépatologie nous concerne et nous nous engageons du coup par rapport à, on va dire, majoritairement aux pays européens, mais ce n'est pas seulement notre target. Nous avons aussi un target qui est au-delà de l'Europe. Et c'est pour cela qu'on a notre, on va dire, deuxième slogan, c'est Home of Hepatology. Notre association donc, a pour but de diffuser tout ce qui a à voir avec la connaissance et l'expertise pour les meilleures pratiques en ce qui concerne la médecine, mais aussi la recherche. Et nous avons aussi maintenant une communauté qui s'étend à plus de 45 000 personnes. Nos membres donc sont constitués de 4 800 personnes et ils représentent 104 pays à travers le monde. Donc, comment travaillons-nous? Donc, majoritairement à travers nos congrès. Donc, on utilise notre congrès annuel qui est
avant le Covid était, comment dire, le flagship Congress qui avait lieu au mois d'avril. Mais depuis 2020, ça a été digitalisé. Et puis, on est retourné en in-person cette année et ça a été au mois de juin. Donc, voilà, on essaie d'être début, on va dire, premiers 6 mois de l'année, on organise notre congrès annuel. Et nous travaillons très étroitement avec les associations nationales, parce qu'il y a plusieurs associations nationales sur l'étude du foie. Et nous avons en fait 2 journaux à très haut impact factor, donc le GHEP, le Journal of Hepatology, qui a un impact factor de plus de 30, et le GHEP Reports, qui a été lancé il y a quelques années, pas très longtemps, et qui a déjà un impact factor de quasiment 10. Donc on est très fiers de nos 2 journaux. Et nous organisons, comme mentionné, donc des événements en personne, donc à travers des schools. Donc on a 4 ISEL schools par an, 2 sommets, donc un sommet sur le cancer du foie et un sommet sur l'étude de la maladie du foie gras. Donc c'est pas le foie gras qu'on mange, mais c'est malheureusement une maladie qui atteint une personne sur 4 dans le monde actuellement. Oui, rassurez-moi, vous n'officiez pas dans le Gers, vous êtes Non, en Suisse, hein, c'est ça? c'est ça. On est localisé, donc les offices est à Genève. Et nous travaillons avec une communauté internationale et voilà. Donc nous organisons nos congrès à travers l'Europe surtout. Mais nous avons un outreach, comme vous voyez là, de 47 000 personnes sur les réseaux sociaux. Et depuis 2019, donc la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, nous avons aussi lancé notre plateforme, donc e-learning, qui à la base était très, comment dire, centré, on va dire, sur tout ce qui a à voir avec l'éducation en ligne, mais qui est devenu un e-learning hub. Désolée pour le franglais, mais voilà, j'essaierai de garder les termes en français, mais malheureusement, je vais devoir utiliser des termes en anglais parfois. Donc, on a lancé le EASL Campus en 2019. Et ça a été du coup en avril. Et en avril, on avait donc EASL Campus qui était basé juste sur Moodle. Et en 6 mois, on a réussi justement à intégrer Drupal et à en faire EASL Campus notre e-learning hub. Donc, on est passé juste en quelques mois d'un hosting, on va dire, d'éducation en ligne classique avec des cours à intégrer tous nos matériaux qui venaient du congrès. Donc, pour nous, c'était important de fournir à la communauté un one-stop shop, comme on dit en anglais, pour que les personnes puissent justement comment dire, access différents types de contenus. Bravo pour le teasing, Mounia, parce que vous êtes en train déjà de nous allécher sur l'histoire qu'on va raconter et qui est une histoire qui évidemment intègre votre partenaire Innovation. Alors Didier, Innovation en quelques mots. En quelques mots, donc. Et de nouveau les belles médailles, là, Model Partner, Totara, ISO, etc. Tout le monde ne peut pas en dire autant, hein. Non, merci à toi de les mettre en lumière. Ces petites, elles saluent le travail de l'équipe puisque nous sommes 65 collaborateurs répartis dans différents services que nous proposons puisque le monde de l'open source, bien évidemment, a le vent en poupe. Nous avons longtemps essayé de prêcher la bonne parole et de vulgariser ce message comme quoi avec l'open source, eh bien, on pouvait faire du cousu humain, on pouvait véritablement développer une solution clé en main également avec différents services, à la fois le conseil, le développement, le hosting, pour reprendre le franglais, donc l'hébergement. Mais tout ça en faisant de jolies choses. On le verra tout à l'heure dans la présentation de Mounia et Laurent, avec un petit studio de création en interne que nous pouvons avoir de façon à travailler sur le look and feel, qui est très important aujourd'hui. Bien évidemment, nous ne travaillons pas seuls. On propose également, grâce à cette certification ISO 27001, eh bien, de faire les ponts avec Microsoft, avec également Moodle Workplace, qui peut être une solution plus dédiée sur le monde de l'entreprise aujourd'hui, et tout ça référencé au sein de l'UGAP. Voilà un petit peu de la présentation d'innovation, 6,5 millions de chiffre d'affaires, donc une présence dans 3 pays. Et donc, nous allons regarder maintenant l'agenda. Alors, de quoi va-t-on parler? Et déjà, on va parler de l'ICEL, bien entendu, de ses défis, des objectifs que l'ICEL avait en transformant finalement son dispositif et son approche formation en intégrant massivement du e-learning, mais non pas en partant de rien, hein, c'est ça l'intérêt, c'est comment est-ce qu'on peut construire quelque chose alors que vous disposiez déjà d'énormément de ressources, voire même d'une plateforme. Donc, on va évidemment se concentrer dans un deuxième temps sur le portail. Nous aurons quelques exemples de copies d'écran qui montrent à quel point, d'ailleurs, aujourd'hui, en termes d'expérience apprenant, l'open source peut parfaitement jouer via Moodle sa carte.
Il sera question de blended learning, bien entendu. Mounia a commencé à parler des congrès. Bon, un congrès, par définition, in person, disait-elle, c'est-à-dire au fond du présentiel, mais ça s'accompagne d'activités aussi digitales. Comment est-ce qu'on peut marier les deux? Comment est-ce qu'on peut préparer un congrès avec des activités digitales, mais comment est-ce qu'on peut le prolonger? Notamment à travers des activités au sein de la communauté des personnes qui ont participé au congrès. Et puis, tout ça, c'est un work in progress, hein. Donc, on verra quelles sont les perspectives et quel est le bilan qui peut être tiré d'ores et déjà de, comment dirais-je, eh bien, tout simplement de l'expérience menée, de la collaboration avec Innovation, etc. Parfois, j'aurai quelques petites comment dire, absences, mais ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai très peu de réseau aujourd'hui, donc j'ai des choses qui clignotent un petit peu, mais qui me disent, tiens, attention, situation dangereuse. La situation est rétablie, donc on va pouvoir passer, ma chère Audrey, au slide suivant, c'est-à-dire au premier point, challenge et objectif de ACL. Et là, je laisse la parole à Mounia et à Laurent qui vont se la répartir comme ils le souhaitent. Merci. Donc, je vais commencer, puis je vais donner la parole à Laurent. Donc, juste parce qu'il a intégré en fait ISEL en 2020. Et donc, le but, comment dire, en 2017-2018, c'était vraiment de trouver une plateforme adaptée pour non seulement, donc, comment dire, avoir, entre guillemets, le e-learning traçable parce que notre communauté majoritairement est formée de médecins. Donc, médecin veut dire personnes qui doivent être accréditées. Donc, le Moodle était, entre guillemets, la solution la plus simple. C'est non seulement un système qui est utilisé donc, très largement par la communauté académique. Donc, pour nous, c'était quelque chose d'assez, comment dire, intuitif. Quand on regardait un petit peu autour de nous, quelles étaient les possibilités. Même en étant une association médicale, donc on a non seulement on a des médecins à former, mais on a aussi comment dire, des scientifiques, des chercheurs, on a une communauté d'infirmiers et aussi on commence aussi à essayer de toucher entre guillemets aux patients, donc par rapport à leur comment dire, leur connaissance et leur formation par rapport aux différentes maladies. Donc, nous avons commencé à regarder un petit peu l'écosystème autour de nous. Et voilà, Moodle s'est posé comme une évidence, surtout par rapport au e-learning classique. C'est-à-dire, à l'époque, moi, je n'avais absolument aucune idée de toutes les possibilités qu'on pouvait développer. Je me concentrais vraiment sur le e-learning classique, donc accréditation du learner, suivi du learner, etc. Donc, on a commencé à travailler donc en 2018 avec Innovation pour créer une plateforme qui pourrait hoster notre éducation en ligne, donc les cours accrédités, etc. Et c'est par la suite, en discutant et en se rendant compte que nous avions aussi le contenu qui était dérivé des congrès, donc des webcasts, des e-posters, enfin, je ne sais pas à quel point l'audience est, comment dire, est au courant des différents termes techniques, mais voilà, donc il y avait un peu plus que juste, on va dire, les matériaux classiques à hoster. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu, entre guillemets, la bonne nouvelle que Moodle pouvait donc être intégré avec Drupal. Et le travail a commencé pour créer le campus que nous avons aujourd'hui. Donc, partir de Moodle ou Moodle intégré avec Drupal et donc avoir notre e-learning hub qui a été donc lancé en 2019, décembre. Donc, par rapport aux ressources, je vais laisser Laurent vous expliquer. Ça, c'est juste l'historique. En termes de ressources, on a vraiment plusieurs types disponibles. Donc, comme Mounia l'a mentionné, on a des webcasts, donc des enregistrements vidéo de présentation des congrès notamment. Nous avons aussi les posters électroniques sous format PDF, aussi provenant des congrès. Mais nous avons aussi des podcasts, nous avons des infographies animées, nous avons voilà, une grosse variété de ressources, y compris bien sûr les cours en ligne purs et durs. Voilà, et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 8500 ressources disponibles sur le campus. Le but du campus était aussi d'encourager l'adhésion de notre communauté à ISEL. Et nous regroupons maintenant plus de 26 000 utilisateurs du campus. Nous avons aussi réussi, par le fait que Moodle permette le traçage et l'historique
de l'activité des apprenants. Nous avons réussi à accréditer le contenu au niveau européen, ce qui est utile pour notre audience car, comme Mounia l'a mentionné, nous avons essentiellement des médecins qui doivent se former en continu. Et pour cela, ils doivent avoir donc des points de formation continue. Chaque année, ils ont un certain nombre de points à obtenir. Et le fait d'avoir obtenu l'accréditation européenne leur permet d'obtenir une partie de leurs points s'ils décident de prendre les contenus accrédités sur notre plateforme. Si je puis juste me permettre de rebondir sur le fait que le contenu est accrédité. Donc, quand on dit que le contenu est accrédité, en fait, c'est toute la plateforme EASL Campus qui est accréditée. Donc, nous avons envoyé entre guillemets tout le contenu et puis nous avons donné accès en fait à la plateforme à l'association donc UMS qui est l'association médicale européenne qui accrédite les associations et puis pas que les associations médicales. Et nous avons donc eu 2 ans d'accréditation et les félicitations en fait des reviewers qui ont justement noté en fait l'accessibilité, le design, la logique de EASL Campus. Donc on est vraiment très fiers de cette accréditation qui est aussi un gage de qualité et par rapport à l'éducation médicale comme on dit, non-bias, c'est-à-dire que voilà, notre contenu est de qualité non seulement pédagogique, mais aussi n'est pas biaisé par rapport aux subventions qu'on pourrait avoir, entre guillemets, par rapport à nos sponsors. Alors, je pense que c'est un point très important que vous venez de noter, Laurent et Mounia, parce que en fait, vous intervenez dans un monde qui est très largement le monde de la santé. On sait qu'il est fortement réglementé et il est important de noter dès à présent que bien que Moodle ne soit pas une plateforme dite propriétaire, mais open source, qui laisse penser que Moodle est ouvert à tous les vents et marées, eh bien, en fait, la plateforme le campus a été complètement accrédité et en fait obéit aux règles qui sont imposées dans ces accréditations. Hein. Donc, derrière tout ça, évidemment, il y a ce qu'on appelle la compliance, mais il est important de noter que là, il y a un point fort de Moodle qui a été parfaitement respecté, qui se situe de ce point de vue-là au même niveau que les plateformes propriétaires. Mais je pense que Laurent doit continuer sur la personnalisation du contenu et l'engagement des apprenants, parce que ça, ce sont des points extrêmement importants. Il y a un campus, mais j'imagine que chacun va se former à sa vitesse et surtout sur les contenus dont il a véritablement besoin, sans avoir besoin d'en passer par toute une série de contenus qui ne sont pas nécessaires pour lui, n'est-ce pas? Exactement. Alors, nous avons réussi à développer un système qui permet, en fonction du type de participant, donc si vous êtes médecin, si vous êtes patient, si vous êtes chercheur, vous allez voir uniquement le contenu qui vous est destiné. Les patients ne vont pas forcément avoir accès au contenu des congrès, car ce n'est pas un contenu adapté à leur connaissance ou c'est quelque chose de trop technique. Par contre, ils auront accès à des matériaux qui ont été développés spécifiquement pour eux, pour faire passer les messages de façon simple et claire. Voilà, donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Et de cette façon-là, nous pouvons donc un peu cibler les stratégies d'apprentissage en fonction de chaque personne. Et la plateforme aussi nous permet de pouvoir développer des partenariats, que ce soit avec l'industrie ou autre. Et donc, nous hébergeons des contenus provenant de l'industrie, mais aussi d'autres associations, voilà, directement sur campus. Quand vous parlez d'industrie, vous parlez d'industrie pharmaceutique principalement, j'imagine. Oui, oui, exactement. Et puis, le dernier point, c'est la capacité d'obtenir des statistiques afin d'adapter au mieux l'offre par rapport à la demande. Et puis, ça nous permet de nous améliorer, de développer des outils en fonction des feedbacks que l'on reçoit. Merci Laurent. Je ne sais pas si tu veux réagir là-dessus, Didier, ou un petit peu plus tard. On peut passer peut-être assez rapidement Un peu plus tard, oui, tout à fait. Au portail. J'aimerais pas qu'on oublie ce qu'on a vu précédemment, Audrey, c'est-à-dire tout en bas à droite,
quelque chose qui peut, dans le slide précédent, quelque chose qui peut attirer notre attention. C'est assez fréquemment, peu utilisé, l'intégration avec le Content Management System Drupal et la recherche SQLR. J'aimerais bien qu'effectivement on regarde ça un petit peu plus tard, qu'on l'oublie pas. Alors le portail, à quoi est-ce qu'il ressemble maintenant? Ben, il est beau. Ouais, on a fait des copies d'écran, là, mais Mounia va nous en parler. Alors, du coup, le portail que vous voyez là avec les personnes souriantes, c'est notre site web. Donc, c'est le site de Isel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons intégré, on va dire, Campus à notre site web. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur le tab du haut où c'est marqué Isel Campus et vous arrivez sur la page de droite que vous voyez, qui est donc Isel Campus. On a travaillé, bien sûr, à l'interne avec notre équipe de communication et avec innovation pour avoir une logique en fait de design pour que voilà, il y a le brand Diesel qui soit respecté. Donc on n'est pas un portail d'e-learning qui soit complètement, on va dire, différent et qui soit aussi difficilement accessible. Donc ça c'est très apprécié. Et donc voilà. Puis nous avons, et ça c'est la force aussi de Campus, la capacité en fait d'annoter tous les contenus selon nos 7 tracks, on va dire, nos 7 sujets majeurs. Donc, les pathologies est une discipline assez large, on va dire. Donc, il y a plusieurs types de maladies. Et donc, nous classons nos contenus selon les 6 maladies, on va dire, les 6 types de maladies larges, on peut dire large parce qu'il y a plusieurs types d'hépatite, plusieurs types de cancers, etc. Et aussi, nous avons comment dire, un sujet dédié à la recherche fondamentale. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez les 7 petites couleurs là à droite qui représentent nos sujets majeurs. Donc à l'intérieur de chaque petite boîte, donc topic, vous pouvez retrouver le contenu du congrès annuel ou un podcast ou un article ou un cours en fait. Donc voilà, tout est Donc, si je comprends bien, accessible. si je comprends bien, l'ICEL a un portail général et en fait, le campus en ligne, c'est un onglet Voilà. de ce portail. Donc, grosso modo, quiconque parmi les adhérents va sur le portail, à un moment donné, il peut se voir suggérer la possibilité d'aller dans une partie du portail un peu spécifique et justement le campus de formation. C'est ça l'idée, avec une autre dimension qui est la dimension design, c'est-à-dire qu'au fond, le portail de formation a le même niveau de design que le portail général de l'ICELD, si je suis bien. C'est-à-dire que, en fait, le portail de formation, c'est quasiment un site web avec des fonctionnalités évidemment supplémentaires, des contenus spécifiques, mais c'est un design dans lequel les apprenants, en fait, ne vont pas être surpris, si je suis bien. Oui, voilà, on essaie justement de ne pas perdre nos apprenants en route, parce que voilà, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent que c'est Isel en fait. Donc c'est un environnement dans l'environnement Isel. Laurent, des commentaires sur ce portail? Non, écoutez, je pense qu'on va Tout a aborder été dit par plus en Mounia. détail. Pardon? Tout a été dit par Mounia. Exactement. Didier, est-ce que tu es fier de la production de ce portail avec ton client Licel? Fier, c'est peut-être pas le bon mot. Ça, voilà, on le met dans sa poche avec le mouchoir par-dessus, mais on est content d'entendre ce retour d'expérience qui semble convenir parfaitement, puisqu'on on n'a pas parlé, mais toute la notion de la charte graphique et des couleurs vont aider aussi l'apprenant dans sa navigation de façon à ce que, en toute sérénité, il puisse eh bien, suivre son parcours. Voilà. Donc, merci de ces bons mots qu'on vient d'entendre. Alors, le plus beau portail du monde avec les meilleurs contenus, il ne peut pas grand-chose si, il n'est pas connu, si les utilisateurs ne vont pas le visiter, etc. Et donc, je pense que dans votre collaboration, la question de l'engagement des apprenants est venue très rapidement se poser. J'aimerais maintenant qu'on rentre dans ce sujet qui intéresse tout le monde. Et que vous nous disiez quelle a été la stratégie finalement d'engagement des apprenants par l'ICEL et quel rôle d'ailleurs Innovation a pu jouer en support ou en conseil dans cette stratégie d'engagement.
Alors, je vais commencer, puis je vais donner la parole à Laurent. Puis tu peux intervenir quand tu veux, Laurent, si tu penses que j'ai oublié quelque chose. Donc, nous avons commencé avec comment dire, le lancement, en fait, du moment où on a lancé Campus, on a créé une newsletter qui était dédiée à l'éducation. Donc, ça, c'est une newsletter qui est bi-weekly, pardon, comme on dit en français, toutes les 2 semaines, en fait, on a notre database de membres, mais pas seulement, reçoit cette lettre qui contient du coup du contenu éducation et surtout, donc vous allez voir là sur la droite, je pense, donc on a la newsletter et les réseaux sociaux, mais ce qui est, on va dire, qui a drivé le plus d'engagement, c'est de produire un contenu qui est donc produit toutes les 2 semaines pour attirer les membres en fait sur notre plateforme. Donc ça s'appelle Easel Quiz. Donc c'est une question qui a trait avec nos Clinical Practice Guidelines, nos guides de pratique par rapport à tout ce qui a à voir avec les pathologies. Et donc notre newsletter nous aide en fait à avoir l'engagement toutes les 2 semaines de nos learners, plus le fait que nous avons créé en fait un compte sur Twitter qui est donc Easel Education, où du moment où on a n'importe quel contenu qui est comment dire accessible sur campus, on fait énormément de promotions sur les réseaux sociaux, donc sur Easel Education, mais pas seulement. On travaille aussi avec l'équipe marketing et communication dans notre bureau qui utilise les autres réseaux sociaux, donc LinkedIn, Facebook, etc. Et nous avons du coup aussi, grâce entre guillemets à Innovation, réussi entre guillemets à avoir donc c'est quelque chose qu'on n'avait absolument aucune idée que ça existait, donc la gamification et les challenges. Donc ça c'est quelque chose qui a été très comment dire prometteur, je pense, et je pense qu'on n'a pas encore fini d'explorer toutes les possibilités avec la gamification, c'est-à-dire créer des contenus ludiques autour d'un événement, par exemple nos congrès annuels. Donc, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous expliquer plus et qui va, entre guillemets, relier différents types de produits et de contenus que nous apportons, entre guillemets, à la communauté à Easel Campus. Donc, vraiment, au lieu d'avoir des partitions, nous essayons comment dire, d'avoir une stratégie qui englobe différents types de contenus et tout est centralisé, on va dire, sur campus. Donc, je te laisse continuer, Laurent. Peut-être pour la gamification, on pourra aller plus en détail un peu plus tard quand il y aura la slide en question. Mais je crois que tu as bien mentionné le fait qu'on essaye tout le temps d'informer les gens le plus possible sur tous les contenus disponibles sur campus, parce que honnêtement, chaque semaine, il y a des nouveaux contenus. C'est très rare les semaines où il n'y a rien qui se passe sur campus. Que ça soit des événements live, parce qu'on peut faire des événements live sur campus directement, ou bien des contenus à la demande. Et je pense que par rapport à l'innovation, donc l'apport le plus, en fait, pour nous, la facilité de travailler avec l'équipe innovation, c'est en fait, on arrive avec une demande par rapport à la création d'un contenu ou une problématique et il y a toujours une solution. Donc, typiquement, par exemple, avec le Covid en 2020, on a été obligé en fait de passer tous nos congrès physiques, même nos offres en fait ont dû être digitalisées. Et le fait d'avoir, entre guillemets, l'intégration des webinaires, par exemple, typiquement. Donc, on a intégré Zoom sur campus. Ça a été d'une facilité par rapport à, justement, pour les membres, pour comprendre que, voilà, on a un webinaire, ils n'ont pas besoin de recevoir un lien. Ils vont sur campus, il y a l'annonce qui est faite sur campus, il y a la description qui est sur campus. Ils peuvent s'inscrire directement. Le fait aussi de pouvoir, justement, on va passer à l'étape comme c'est marqué là, la communauté de pratique. Donc, c'est-à-dire que avoir le comportement qui est, comment dire, l'apprentissage par groupe, le partage de savoir, etc., qu'on retrouve par exemple sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes comme ResearchGate, le fait de pouvoir développer ça sur campus, voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable et c'est assez comment dire gratifiant de voir que il y a toujours entre guillemets une nouveauté qui peut être implémentée et l'équipe est toujours partante entre guillemets pour nous aider et nous accompagner à trouver les meilleures solutions.
Il y a cette notion aussi d'ambassadeur qui va parler à notre audience parce qu'on en entend de plus en plus parler effectivement dans le monde du digital learning. Laurent, les ambassadeurs ICL, qui sont-ils? Comment est-ce qu'ils s'expriment dans le cadre du congrès, avant, après? Alors, on a mis en place des ambassadeurs sur Twitter, surtout, qui nous aident à partager l'information. Donc, c'est des personnes, on choisit des médecins, des membres actifs de notre communauté qui vont donc à notre congrès, regarder des sessions, partager en direct les informations en tweetant donc du coup, ils créent du contenu pour Easel, ils partagent le contenu sur Twitter pour Easel et ça, du coup, ça fait partie de la base d'une communauté de pratique. Bon, il faut dire aussi quand même que vous avez une clientèle, entre guillemets, qui est très spécifique. J'imagine que le niveau de diplôme, de formation, d'expérience professionnelle est considérable. Donc là, il y a vraiment beaucoup de sachants et mobiliser une telle communauté, ça doit être un petit peu plus facile que d'aller chercher des savoirs sans savoir trop justement où il se trouve. Ça, il faut le noter, hein. Il y a une espèce de privilège là qui est le privilège de l'activité, du domaine d'activité. Si on a terminé sur ce slide, à moins que vous ayez d'autres commentaires à faire, on peut passer maintenant à quelque chose que je trouve vraiment intéressant, parce que vous avez parlé de la multiplicité des formats et des ressources, des contenus pédagogiques digitaux qui sont disponibles. Donc l'idée de catalogue derrière, et l'idée de catalogue, en plus, Laurent, vous parliez de la possibilité de pousser de la formation directement en fonction des besoins de la personne, de son profil, etc. Donc évidemment, la question de la recherche multicritère va se poser notamment. Donc ce catalogue, en fait, quel est-il? Comment est-ce il est dynamique? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères possibles de recherche? Comment est-ce qu'il est mis à jour régulièrement? Vous disiez, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait de nouveaux contenus. Ben voilà, effectivement, si une plateforme de formation doit générer du trafic, doit vivre, à l'instar des autres sites web, on sait fort bien qu'il doit constamment se passer quelque chose, il doit y avoir une actualité de contenu sur la plateforme. Bref, comment ce catalogue, qui est un des gros problèmes de la formation, est aujourd'hui géré par l'ICEL? Alors, ce catalogue, il est disponible donc sur campus. Vous pouvez chercher par des mots-clés n'importe quel contenu. Vous avez accès à différents filtres, que ce soit l'année, la langue, le type de contenu, les événements aussi, si vous cherchez un contenu spécifique à un congrès. Voilà, ce sont différents types de filtres disponibles. Ce qui est bien, c'est que si tout d'un coup, on a besoin de rajouter un nouveau filtre, de rajouter un nouveau tag sur un contenu, c'est faisable. Typiquement, on est en train de mettre en place un nouveau filtre par rapport aux compagnies pharmaceutiques pour facilement trouver leur contenu. Et c'est quelque chose de constamment en progrès en fonction de nos besoins et de la demande. Chaque semaine, nous avons des nouveaux contenus, que ce soit des webcasts, des enregistrements de webinaires, ou bien des quiz, ou bien tout autre matériel de formation. Tout est regroupé au même endroit et facilement accessible et recherchable par l'audience. Alors, question, j'imagine que la science en matière de santé, de soins du foie évolue sans cesse, et donc les contenus évoluent sans cesse. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que quand ça évolue, vous maintenez, vous faites évoluer un contenu qui existe, ou vous le mettez au fond de l'armoire et puis vous créez un nouveau contenu? Comment est-ce que c'est géré, ce genre de choses, et notamment la question du versionning des contenus? Alors, du coup, je réponds, Laurent, si tu veux. Si tu veux. Alors, du coup, typiquement, on est obligé justement d'être à la pointe des dernières
évolutions par rapport à la recherche, mais pas que, aussi par rapport au traitement et au management des patients. Et donc, nous avons notre contenu qui est, comme décrit par Laurent, classifié par année. Donc, les personnes qui sont intéressées par, que ce soit par exemple un cours ou un webinar ou même une publication qui était donc, je sais pas, des dernières années 2000, on va dire, le plus loin qu'on puisse aller sur campus, c'est 2019, parce qu'on a on a lancé la plateforme à ce moment-là. Donc, c'est possible d'aller en arrière dans le temps, mais tous les contenus qui sont, entre guillemets, renouvelés sont accessibles aussi, et ils sont poussés en premier. Donc, c'est pour ça que vous avez le filtrage possible par année. Donc, et puis après, on a l'histoire de, voilà, donc dans quelques années, tout ce qui a été publié en 2018 n'a peut-être plus de relevance. Donc là, il se posera la question de comment nous allons procéder. Je pense qu'on fera un petit côté archive où justement les personnes qui sont vraiment intéressées à regarder quelle était la situation à l'époque pourront. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir les contenus les plus récents qui sont accessibles en premier. Mais d'avoir quand même une archive. Une autre question, effectivement, là-dessus, on sait très bien que, alors vous l'avez indiqué, il existait énormément de contenu avant même de lancer le projet de plateforme, notamment les congrès sont filmés. Mm. Et donc j'imagine que ça devait représenter, à raison d'un congrès par an, des dizaines ou des centaines d'heures de visualisation possibles. Alors, comment, il y a peut-être deux questions derrière tout ça. Déjà, quel travail de structuration a été fait pour découper ça pédagogiquement à travers des cours, etc. Et non pas avoir, évidemment, ne pas mettre un apprenant ou un adhérent devant un écran, et puis voilà, il suit le congrès pendant 3 jours en ligne chez lui. Et puis la deuxième question, c'est la reprise de ces données, de ces contenus qui sont effectivement des données, mais on pourrait même parler plus généralement des données que vous pouviez avoir sur les adhérents et sur les formations qu'ils avaient déjà suivies. Et ça, c'est peut-être une question pour Didier, la question de la reprise des données qui est toujours un vrai problème pour les services formation. Donc déjà sur la partie structuration des contenus, Laurent ou Mounia, et deuxième question pour Didier sur la reprise des données à proprement parler. Juste par rapport aux données de congrès, par exemple, donc comme vous disiez, mettre un apprenant devant un bloc de plusieurs jours, on va dire, et plusieurs heures de webcast, donc de vidéos ou de posters électroniques, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, ce qui est du coup la particularité et puis le côté positif de Campus, c'est le fait de pouvoir annoter, on va dire, chaque contenu, que ce soit donc une vidéo d'1 heure ou un e-poster. Tout est annoté par rapport au type, on va dire, de sujet. Donc, c'est-à-dire que quand l'apprenant, c'est pour ça que vous avez l'image de droite, en fait, les banners de haut qui sont un peu rouges, correspondent à notre topic qui est donc le cancer du foie. Donc, toutes les différents, on va dire, les différents séminaires ou webcasts de congrès ou même podcasts ou même infographie vont, entre guillemets, être regroupés sous le même sujet. C'est-à-dire qu'un apprenant qui va chercher, on va dire, un mot-clé, je sais pas moi, traitement cancer du foie, va être devant une liste de contenu, donc un peu comme Google, mais comme vous voyez le display, on voit même, on va dire, les petits thumbnails, comme on dit en anglais. Mais donc, il y aura la possibilité de filtrer par congrès, filtrer par type de format, filtrer par année. Et c'est une façon de faire ressurgir certains contenus qui peut-être étaient cachés au fond d'un, on va dire, d'un congrès qui date de, je sais pas, 2020 ou 2021. Donc ça, la notation, en fait, est très importante, c'est-à-dire le fait que tous vos contenus soient accessibles en un clic ou en une recherche, que ce soit à travers donc, les sujets ou par exemple les intervenants. Donc si vous recherchez, je ne sais pas moi, tous les travaux qui ont été faits par professeur X, donc tout ça va ressortir dans votre moteur de recherche. Donc ça, Très c'est bien. quelque chose d'assez important, je pense, pour justement que le contenu ne soit pas, entre guillemets, oublié. Et on voit qu'il y a certains contenus, même s'ils datent, sont toujours visualisés. Donc après, il faut aussi prendre en compte le fait que si c'est un congrès, bon voilà, c'est comme vous dites, au bout de certains temps, c'est peut-être plus très
up-to-date, mais voilà. C'est quand même facile, entre guillemets, à retrouver certaines lectures, même qui datent de plusieurs années. Didier, avant de passer au test de connaissances en continu, la reprise des données, ça a été complexe pour l'ICEL? Non, enfin, ça a été un gros travail, bien évidemment, mais de par nos équipes, on a pu mettre en place des petits web services. Le LMS Moodle est l'un le LMS le plus utilisé au monde, qui est très ouvert, mais sécurisé. Donc, on a mis en place des outils qui ont permis aujourd'hui d'avoir énormément de ressources. On notera au passage d'ailleurs la possibilité d'avoir quasiment une application spécifique avec Moodle, hein, puisque quand Mounia dit on rajoute à la, ou Laurent, on rajoute à la demande d'un laboratoire pharmaceutique la possibilité qu'il recherche les contenus qui émanent du laboratoire. Bon, voilà, il y a une possibilité de spécificité qui est tout à fait importante. On va passer à un autre sujet, tout aussi important, surtout dans le contexte dont on a parlé de réglementation, d'accréditation, etc., qui est le test des connaissances en continu. Alors, eh ben voilà, expliquez-nous de quoi il est question. Tu peux y aller, Laurent, j'ai assez parlé. Donc, comme mentionné précédemment, toutes les 2 semaines, nous avons une question de quiz qui est posée, donc créée sur notre site, basée sur un de nos guides de pratique clinique. L'idée étant de vérifier, tester les connaissances des médecins en ce qui concerne une maladie ou un traitement. Simplement, c'est ouvert à tout le monde, pas besoin de login. La personne arrive, lit la question, le cas clinique, choisit une des réponses proposées, soumet sa réponse et ensuite arrive sur la page des résultats que vous voyez sur la droite, où il voit la réponse qu'il a sélectionnée, la bonne réponse qui est surlignée en vert et le pourcentage des différentes réponses reçues. Et il a accès après directement au passage en question dans le guide de pratique clinique particulier. Donc, il peut se rafraîchir la mémoire, vérifier ses connaissances directement. Éventuellement repasser le test? Alors, il peut effectivement repasser le test, mais étant donné qu'il a la bonne réponse surlignée en vert, c'est pas le but de ce matériel d'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui est rapide et ça doit être quelque chose d'intuitif pour les médecins. On va regarder, merci pour cet aspect, Laurent. Vous avez beaucoup parlé avec Mounia depuis le début du webinaire des communautés de pratique. Donc, j'aimerais qu'on vous entende là-dessus parce que c'est aussi un sujet chaud actuellement. Et est-ce qu'elle existe, cette communauté de pratique? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment elle est animée? Comment elle se nourrit, etc. des contenus que vous leur proposez en quelques mots? Je vais commencer. Oui. Donc, en fait, les communautés de pratique ont été mises en place, on va dire, dès 2016 sur les réseaux sociaux, donc à travers nos comptes de Twitter, donc surtout le compte éducation, où justement, on a donné un espace, en fait, même si c'est sur un réseau social, à la communauté qui était intéressée, que ce soit des médecins ou des chercheurs ou même des patients, de discuter autour de différents types de sujets, surtout autour de nos congrès ou les matériaux qu'on mettait en ligne sur campus. Et on s'est rendu compte en fait qu'on avait une communauté qui commençait justement à traiter de certains contenus, à créer du contenu intuitivement sur Twitter. Et donc, quand nous avons eu, entre guillemets, la bonne nouvelle que Campus était justement en capacité on dire, hoster, on va dire, des communautés de pratique directement sur la plateforme et autour des contenus que nous postons sur notre plateforme. On n'a pas hésité du tout une seconde justement à se lancer dans cette aventure. Donc, on a commencé début d'année donc 2022 avec l'implémentation de l'Activity Stream. Donc, c'est ce que vous voyez là sur le PowerPoint. Donc, en gros, on est à la première phase de l'implémentation des communautés de pratique parce qu'on sait que justement, il y a cette demande. Nous avons déjà une communauté sur les réseaux sociaux qui a ce comportement-là.
Et nous savons aussi que notre communauté, comme mentionné, donc nous avons des médecins, certains n'ont pas du tout de compte sur les réseaux sociaux, c'est de leur donner justement cet espace-là sur campus et de rajouter une dimension d'apprentissage et de partage. Donc là, vous voyez, nous avons une image sur la gauche. Donc c'est un intervenant qui intervient dans un format qu'on appelle le Journal Club. Donc on a tous les mois un article qui est discuté par des experts, mais aussi par les personnes, donc les auteurs de cet article-là. Et donc on a un challenger, on a le senior auteur, on a le junior auteur, et puis donc, vous voyez déjà que la page est un peu différente de ce qu'on a sur campus en général. Donc, on peut voir la faculté, on a le staff, on a même possibilité d'avoir, comme sur Zoom, là, en fait, la liste des personnes qui est connectée, qui regarde et qui peut intervenir, donc poser des questions, discuter et surtout continuer à discuter et continuer à partager après que l'événement soit fini. Donc, ça, c'est la première phase d'implémentation des communautés de pratique sur campus. Et je pense et on verra d'ailleurs qu'il y a un peu plus tard, si on a le temps, on verra Mounia qui a une deuxième phase voilà. qui est prévue. Mais je voudrais qu'on avance sur un sujet qui passionne Laurent maintenant, et d'ailleurs Didier, qui est la gamification, parce que si Laurent n'était pas à son poste, il serait peut-être en train de jouer sur un jeu vidéo en ce moment chez lui. Donc, Laurent, j'ai plus l'âge. La gamification et les défis, de quoi ça cause? Alors, l'idée, c'était de trouver un système pour récompenser, si vous voulez, l'effort de l'apprenant. Donc, on est parti sur un système, comme vous l'avez mentionné, hein, basé sur les jeux vidéo, où lorsque l'on progresse à travers le jeu vidéo, nous décrochons soit de l'argent, soit des points, etc. Nous avons des bonus. Là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose de plus simple et de plus neutre. On a décidé d'attribuer donc des badges. C'est très à la mode sur les applications de fitness et de running, par exemple. Voilà, ça vous donne aussi un but. L'idée, donc, on a créé une espèce de hiérarchie basée sur tout le contenu de campus, afin de déterminer une stratégie, le nombre de contenus qu'il fallait consulter par rapport au type, par rapport à la disponibilité, le nombre de ressources par type disponible, afin d'avoir une hiérarchie générale. Et puis, nous avons déterminé aussi des points attribués en fonction du type de contenu consulté, parce qu'effectivement, l'effort n'est pas forcément le même quand on prend un quiz qui prend peut-être 5 minutes, ou bien d'un webinaire on demand qui dure peut-être 1 heure. Donc, l'effort pour l'apprenant n'est pas le même, le temps consacré par l'apprenant n'est pas le même, et donc, du coup, la récompense n'est pas la même, tient compte de l'effort. Et puis, du coup, on a donc créé tout un système de badges et de points que vous voyez sur la droite. Voilà, donc plus vous consultez du contenu, plus vous apprenez, et plus vous êtes récompensé en gagnant des points d'expérience, vous passez des niveaux, et vous gagnez en plus des badges à chaque fois que vous consultez du contenu, ou un certain nombre de contenus. Et quand on a terminé, quand on a accumulé tous les points, on gagne un foie tout neuf, on peut recommencer à boire? Non, alors pour l'instant, c'est pas encore arrivé, honnêtement. Je peux vous dire que c'est assez difficile d'obtenir le dernier badge. Il faut vraiment apprendre beaucoup et consulter beaucoup. Mais donc, parallèlement à ce système de gamification, on a développé aussi tout ce qui est challenge. Donc, on a commencé ça autour de notre congrès principal pour, en fait, amener les gens à découvrir le congrès, mais aussi découvrir campus et le contenu qui était hébergé sur campus et qui pourrait les intéresser. Mais tout en étant fun, avec des activités adaptées, beaucoup moins, disons, traditionnelles que du pure e-learning, des activités plus fun, plus légères, disons, en contenu aussi,
Voilà, mais c'est dans la même optique, dans la même stratégie d'apprendre tout en s'amusant, si vous voulez. Sans continuer à boire, hein, pour reprendre ce que disait Michel. Didier, je pense que ce n'est pas la partie la plus désagréable dans le paramétrage de la plateforme et même d'avoir un client qui a les idées aussi claires en matière de stratégie de gamification, de challenge, etc. Voilà, tu ne demandais pas mieux, j'imagine. C'est clair, c'est un vrai plaisir d'être force de proposition et vraiment d'accompagner sur ce domaine-là, bien évidemment. Tout à fait. Alors, il nous reste à traiter la question du reporting qui, d'emblée, donc de notre webinaire, a présenté une importance, hein, puisque le reporting, en tous les cas, un reporting tel que on le voit à l'IACL, c'est un reporting qui permet d'améliorer sans arrêt les dispositifs, hein, de façon à pousser des contenus qui retiennent l'attention, et qui sont consommés, etc., etc. Alors, donc, si on regarde un petit peu le reporting qui est ce tableau de bord qui existe et qui, une fois de plus d'ailleurs, est de très grande qualité et visuelle et de qualité en termes de contenu. J'aimerais votre commentaire dessus. Comment fonctionne ce reporting? Il est délivré à qui? Dans quel délai? Est-ce qu'il est sur mesure? Est-ce qu'il est fondé sur des formulaires complètement standardisés? Comment ça fonctionne en fait, ce reporting à l'ICL? Alors, on utilise Google Analytics. Oui. Nous utilisons des tags spécifiques pour mesurer les paramètres d'intérêt, par exemple le pourcentage de vidéos vues, le pourcentage de visionnage des pages, donc en fonction du scroll en fait, des gens. Hein, à travers la page, c'est un paramètre que l'on peut prendre en compte pour savoir si la page a été réellement vue, consommée, disons. Nous avons aussi différents tags pour savoir de quel pays proviennent les gens qui se connectent sur campus. Voilà, différents paramètres. Donc, tout ça adressé à travers Google Analytics et nous avons designé un rapport en fonction de nos besoins. Tout ça grâce à Google et fait sur Google. Voilà, donc on a différentes pages. Nous pouvons donc chercher des statistiques spécifiques en fonction d'un lien, le lien vers une page spécifique. Nous pouvons filtrer à travers le temps grâce voilà, on peut régler, paramétrer les dates. Et puis, cela nous aide du coup à savoir, comme vous l'avez dit, si un contenu mérite la peine d'être continué, promu, ou bien il faut trouver des adaptations, des modifications afin de répondre à la demande de l'audience. Laurent, on n'est pas là dans un reporting qui s'appuie sur les statistiques habituelles, par exemple de la norme SCORM avec l'état du parcours, commencé, non commencé, en cours, etc., le temps passé, les résultats, les scores obtenus, etc. On est dans un autre type de reporting qui est un reporting fondé sur les web analytics de Google, si j'ai bien compris. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une connexion possible de la plateforme Moodle avec tout un ensemble d'outils d'analytics qui existent en dehors d'elle. Mais on pourra aussi imaginer d'ailleurs que les deux soient complémentaires. Il y a ces analytics du reporting via les web analytics, mais aussi les analytics sortis de des normes habituelles en formation. Alors, totalement. Il y a cette idée. Exactement. Et en fait, Google Data Studio, donc l'interface que nous utilisons pour créer ce rapport, permet d'importer des données externes sous forme de format CSV, Excel ou autre. Donc, on peut clairement configurer un rapport ultra complet qui prend en compte les données, les statistiques, disons, classiques web fournies par Google, mais aussi les statistiques provenant de la partie Moodle, qui est voilà, un peu plus spécifique sur l'activité de l'apprenant. J'ai une question pour le service, pour Mounia et son service, mais avec
avec tout ce travail, ce qu'on vient de voir là, vous êtes combien? Vous êtes 50 au campus ou bien Laurent, notamment, est tellement passionné que jusqu'à 2 heures du matin, on ne sort pas de la plateforme. Comment ça fonctionne? Alors, il y a malheureusement l'aspect passionné qui fait que peut-être qu'il n'est pas là jusqu'à 2 heures du matin, mais il y a beaucoup de travail. Alors, l'office, on est l'éducation, le département, on est 4. D'accord. Donc, par contre, campus, il y a majoritairement que Laurent qui travaille dessus. Voilà. Donc, c'est Laurent, plus on a l'expertise de justement de personnes dans l'office qui peuvent aider et qui ont les capacités pour certains aspects. Mais l'expert, on va dire, c'est Laurent. Toutes les Alors, données. Laurent, il va être aussi bien impliqué dans les perspectives. On va y aller maintenant. Mm. Donc, le bilan et les perspectives du dispositif. Alors, à l'issue de ce webinaire, Mounia, qu'est-ce que vous en retenez et quelles sont les perspectives pour le dispositif? Alors, je pense que le fait que donc voilà, on a une formation scientifique, donc on est un peu, on va dire, on est toujours dans la recherche de ce qui peut être amélioré, et on est aussi challengé par notre association médicale, donc qui voilà nous demande à chaque fois justement d'améliorer, qui nous demande à chaque fois de développer de nouvelles fonctionnalités. Donc on va dire que le fait d'avoir une plateforme comme Campus basée sur Moodle et Drupal où des changements sont facilement, on va dire, envisageables et surtout, il y a toujours moyen d'implémenter quelque chose de nouveau. Donc, les développements sont, je veux dire, de limit is the sky. C'est vous qui décidez de, voilà, qu'est-ce qu'on devrait améliorer, comme par exemple, typiquement le reporting, vous aviez dit, on a un Moodle qui nous donne quand même des rapports, on va dire, assez satisfaisants par rapport à l'apprenant. Mais vu que nous avons un contenu qui est aussi hosté sur Drupal, nous avons vraiment justement challengé l'innovation par rapport à comment avoir un maximum d'analytics pour savoir si notre contenu, qui est donc pas sur Moodle, mais plutôt sur Drupal, est d'intérêt ou pas. Donc voilà. Donc ouais, vous voyez, on n'arrête pas d'implémenter. Aussi, par exemple, le fait qu'on ait une association médicale, même si on est majoritairement basé, on va dire, en Europe, notre outreach est en dehors de l'Europe. Donc nous avions aussi des demandes par rapport à la restriction de contenu par rapport aux régions du monde. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas de facto sur campus, qui a été, entre guillemets, développé. Donc ça, plus, on va dire, un comité D'ailleurs, pratique. Mounia, Virginie pose une question. Moodle propose également un tableau de bord. Vous en servez-vous? Si oui, comment? Donc, c'est effectivement une question. Alors, on s'en sert. On ne l'a pas montré parce que justement, c'est une fonctionnalité qui existe et qui est très, comment dire, communément utilisée pour justement faire tout ce qui est assessment et l'accréditation de nos e-learning courses. Donc ça, on l'utilise en complément avec le reporting développé pour tout ce qui n'est pas sur Moodle, donc sur la partie Drupal. Donc comme mentionné par Laurent, on intègre les deux parce qu'on a beaucoup de contenu aussi qui est plutôt sur la partie Drupal. On avait besoin aussi de savoir, entre guillemets, comment ce contenu a été consommé et par qui. Alors, je vois qu'il est question aussi de parcours de formation. Donc, ça, il y a un bilan qui est traité. C'est une perspective que de développer des parcours de formation, des learning paths. Alors, c'est exactement l'étape, je pense qu'on va commencer justement à implémenter ça en 2023. Donc là, maintenant, on a beaucoup de contenu, entre guillemets, comme vous avez vu, qu'on annote, qu'on catégorise par rapport à nos sujets, etc. Et on se dit, entre guillemets, learner-centric. Donc, on aimerait vraiment, entre guillemets, pouvoir donner, entre guillemets, la possibilité à nos apprenants d'apprendre graduellement certains contenus par rapport à leur niveau, on va dire, de maîtrise. Donc, non seulement leur niveau de maîtrise, mais aussi le fait justement de proposer un contenu qui pourrait être intéressant, même si intuitivement l'apprenant n'aurait peut-être pas l'idée de chercher ce contenu-là. Donc vraiment aller dans les learning paths qui aideraient entre guillemets les différents apprenants dans leur apprentissage. Donc ça c'est quelque chose qui est plus on va dire pour 2023 et que je pense devra être un peu une obligation par rapport à n'importe quel LMS pour justement être sûr que notre communauté est à jour par rapport aux différentes nouveautés, que ce soit scientifique ou patient management. Laurent, la gamification phase 2, vous la voyez comment?
Alors, on parlait de tableau de bord. Bah, justement, c'est quelque chose que nous allons développer et nous voulons en fait augmenter un peu la compétitivité entre les gens de façon saine, hein, bien sûr. Mais donc, on aura un tableau où on aura en fait, le ranking Un des podium, gens. quoi. Voilà, Exactement. En fait, on aura les gens et leur nombre de points et vous pourrez donc voir où vous vous situez par rapport à la communauté. D'accord. Il y aura ça, il y aura aussi le fait de pouvoir plus facilement partager les badges sur les réseaux sociaux, donc la possibilité de télécharger l'image de votre badge pour pouvoir la partager sur voilà, le réseau social de votre choix. Et puis, ça, c'est pour la gamification phase 2 et on espère que ça va arriver prochainement. On va passer au slide suivant pour la communauté de pratique phase 2. Mounia, comment vous voyez les choses? Alors, donc, comme mentionné, nous avons déjà l'Activity Stream donc, qui permet la communauté de pratique qui est donc pluguée sur campus. Et l'idée maintenant, c'est de permettre à la communauté non seulement donc, de discuter, de partager des opinions autour de nos contenus, mais aussi de créer des discussion rooms, donc à travers, on va dire, soit un contenu qui existe, soit carrément la création d'espaces pour partager, que ce soit des fichiers ou des vidéos, etc. Donc tout ça, ça peut être entre guillemets à l'infini, c'est-à-dire que c'est à nous de décider, voilà, on va restreindre le partage à, par exemple, que de certains types de fichiers ou pas de, comment dire, pas de partage de fichiers, ce genre de choses. Ça sera au niveau, on va dire, exécutif qu'on décidera de ce genre de quelle liberté on va entre guillemets doter notre communauté. Mais l'idée, c'est vraiment de leur donner, leur procurer un espace pour, comme sur LinkedIn en fait, partager, discuter, commenter, aussi avoir leur propre, comment dire, activity flow, c'est-à-dire voir en tant qu'apprenant, je suis tel sujet, il y a une discussion qui se passe en ce moment sur tel sujet, voilà, sur mes différentes interventions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pense est assez importante entre guillemets pour la communauté, comme on mentionnait il y a quelques instants, cette pratique se fait vraiment sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est maintenant d'avoir cette pratique autour du contenu que nous avons sur campus. Et voilà. Peut-être un tout dernier mot avant de répondre à une ou deux questions, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont abordées là et on va prendre quelques minutes de plus avant de terminer le webinaire. Le mobile learning n'est pas aujourd'hui implémenté sur la plateforme, mais il est en perspective, c'est ça l'idée, ou est-ce que d'ores et déjà on peut accéder à des contenus avec son smartphone? Alors, vous pouvez accéder à tous les contenus sur votre smartphone. Après, nous savons que nous avons du travail à faire sur l'affichage, en Oui, fait, sur le smartphone. design. Voilà, pour améliorer la visibilité et l'accessibilité de certains contenus. Donc, mais nous sommes au courant et nous espérons pouvoir travailler dessus rapidement. Alors, il y a une question que je trouve intéressante. Comment est géré le système d'accompagnement et de suivi des utilisateurs sur la plateforme, notification automatique, relance par mail, etc. Oui, là, on est encore dans la question de l'engagement, même si j'imagine qu'on a un public d'une telle qualité que peut-être est-ce que l'accompagnement n'a pas besoin d'être aussi serré que pour d'autres types de publics. Comment est-ce qu'il est géré ce système, donc? Alors, ça dépend vraiment du contenu qu'on publie. Par exemple, comme je vous avais dit au début du webinaire, on a quelque chose qui s'appelle les EASL Schools. Donc, c'est des écoles où 25 participants par école viennent. C'est la majorité des cliniciens qui sont assez jeunes ou des chercheurs. Et on a intégré le blended learning sur campus. C'est-à-dire qu'avant de venir à la school, les 25 étudiants sont censés préparer le travail sur campus, sur Moodle du coup, avoir leur pre-assessment test fait. Ils doivent avoir consommé un certain type de contenu et puis après ils viennent on-site et quand ils finissent leur apprentissage on-site, ils finissent le pre-assessment quiz sur campus et ils sont accrédités à travers campus. Donc ces personnes-là, on doit on va dire, chasser.
on doit leur donner, elles ont un travail à accomplir, elles ont des devoirs, etc. Donc là, il y a le système du mailing par rapport à Campus qui est donc Moodle, où vous pouvez envoyer des reminders, tout est automatisé. La personne a aussi son propre, elle peut voir en fait le pourcentage comment dire, de completion, comme on dit en français, du travail qu'elle a à faire. Voilà, merci. Donc, donc, ça dépend vraiment des catégories d'apprenants que nous avons. Donc, on a ce système qui est en place sur Moodle, qui est facile à utiliser, où vous pouvez, si vous avez un cours e-learning classique, la personne a commencé à consommer, mais elle s'est arrêtée au milieu, on envoie un mail automatique pour dire ça, vous avez fait du bon travail, il vous reste un peu, et vous allez bientôt finir. Mais voilà, donc ça dépend vraiment du contenu. Après, quand on a, par exemple, typiquement le Easel Quiz que Laura a montré, qui est aussi pour nous un moyen d'attirer et de drainer en fait, des personnes sur campus, c'est un contenu qui est accessible sans login. Et c'est un contenu, entre guillemets, qui est un peu dans l'esprit gamification, c'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils attendent toutes les 2 semaines ce quiz qui va leur permettre de voir le nouveau, on va dire, la nouvelle question par rapport au nouveau guideline, etc. Donc, ça dépend vraiment du type de contenu, format et d'apprenant. Donc, on mixe toutes sortes d'accompagnements. Donc, on a aussi nos mailers par rapport à tout ce qui est nouveau, entre guillemets, sur campus. Et on fait aussi pas mal de surveys pour savoir, voilà, est-ce que les gens sont satisfaits, est-ce qu'ils veulent voir autre chose, est-ce que, voilà. Donc, on essaie d'avoir une communication continuelle avec notre communauté qui est assez large. Et encore une fois, c'est des médecins, praticiens ou chercheurs ou même patients, mais qui sont très passionnés et engagés. Et donc, c'est peut-être un peu plus facile d'avoir leur attention. Même s'ils n'ont pas beaucoup de temps. Laurent, une question de Christophe. N'avez-vous pas peur qu'une hiérarchie entre participants puisse effrayer les participants et les dissuader de suivre des formations? Effet inverse du recherché. Qu'est-ce qu'elles disent les stats là-dessus? Alors, concernant je suppose il fait mention de la gamification. Oui, j'imagine. Alors, on va permettre aux gens de choisir s'ils veulent être anonymes ou bien s'ils veulent afficher leur nom. Donc, du coup, ça sera à la personne de choisir ça. Et puis, nous, on espère que ça soit une compétition saine. En tout cas, c'est les feedbacks que l'on a reçus. Les gens sont vraiment curieux de voir leur niveau par rapport à leurs collègues, à leurs connaissances, à leurs amis du domaine et essayer en fait de se motiver les uns les autres à être les meilleurs. Et ce n'est pas une compétition où l'on peut gagner quelque chose, disons un prix en argent. Ou, les Anglo-Saxons ont cette expression que j'aime bien, competition, c'est-à-dire le composé de coopération et de compétition. Ce sera peut-être ça c'est ça. Ce qui est amené notamment avec les communautés de pratique, la competition. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir une compétition, mais en fait, qui à terme amène à plus de connaissances. Didier, une dernière question pour toi. Oui. Et tu as tellement de choses à dire et pourtant tu t'es pas beaucoup exprimé, c'est de ma faute. J'aurais dû te laisser plus la parole, mais je sais que ta modestie te pousse à laisser la parole à l'ICEL plutôt que de la prendre au nom des novations. Mais on t'en sait gré. Les cours Moodle font-ils l'objet de tests d'utilisabilité auprès d'un panel d'utilisateurs? La navigation dans un cours n'est pas intuitive de premier abord. Est-ce que ça a beaucoup changé, ça? Est-ce que notamment des plugins permettent d'améliorer la chose? Oui, tout à fait. C'est véritablement notre travail également d'accompagner le client, et là particulièrement Isel, pour faire en sorte que, le look and feel soit sympathique, vous l'avez bien vu, mais surtout que toute la partie ergonomique soit travaillée en fonction de la stratégie pédagogique souhaitée et surtout du public concerné. Donc là, véritablement, il y a un travail de nos équipes qui permet de customiser, de travailler. Moi, j'ai encore en mémoire le temps où la plateforme Moodle, le glisser-déposer n'existait plus, ne fonctionnait pas. Bien évidemment, ce temps-là est révolu. Il me reste à vous remercier tous les trois. Vraiment, je pense que vous nous avez donné envie de devenir des spécialistes du foie. Hein. Ça, c'est sûr. Malheureusement, on ne pourra pas adhérer à l'association. Je pense qu'elle est réservée à d'autres profils que le mien, en tous les cas. Merci donc aussi à
à Audrey pour la qualité du support. Et puis surtout, merci à l'audience d'avoir consacré du temps à nous écouter. Et il y a des commentaires vraiment très, très intéressants, des questions complémentaires. N'hésitez pas, vous connaissez maintenant Dicel, vous connaissez Innovation. Si vous avez envie de poursuivre la conversation, c'est tout le mal que je vous souhaite, eh bien, vous savez comment la poursuivre.